Bonjour Ron, nous sommes à nouveau rejoints par Max Blumenthal, rédacteur en chef de The Grey Zone, pour discuter des dossiers Epstein et de la mesure dans laquelle ça pourrait diviser la base MAGA de Trump. Donc, bienvenue à nouveau. Heureux d'être de retour. Ravi de vous voir. Donc, ces dossiers Epstein semblaient constituer une partie très importante de toute la campagne de Trump pour assécher le marécage, et pourtant, il s'en est éloigné. Et maintenant, il paraît, disons, très sur la défensive, alors qu'il semble tenter d'enterrer toute l'affaire. En effet, il donne l'impression d'un homme qui a quelque chose à cacher, même si, bien sûr, je n'ai aucune preuve de cela. Mais je me demandais ce que vous pensez de ce changement de rhétorique et du comportement autour des dossiers Epstein, ou des prétendus dossiers. Eh bien, on a tout vu être lancé contre Trump, y compris une offensive judiciaire massive, l'accusant d'avoir agressé sexuellement Eugene Carroll. Il y a eu l'affaire Stormy Daniels, où le procureur de New York a accusé Trump et son équipe d'avoir falsifié les comptes pour dissimuler sa liaison avec l'actrice porno Stormy Daniels. Ensuite, il y a eu toute l'histoire de la collusion Trump-Russie, qui était clairement une supercherie. C'est quelque chose que je dénonçais déjà sur The Grey Zone, avec Aaron Maté. Dès le début, nous étions des voix un peu isolées, pas du tout dans le camp MAGA ou pro-Trump, à dénoncer cela, et rien de tout cela n'a vraiment pris. D'abord, le pseudo-scandale de la collusion avec la Russie n'a pas pris, parce que l'enquête Mueller a conclu qu'il n'y avait pas eu de collusion. Et maintenant, l'administration Trump profite de cela pour faire deux choses. Premièrement, punir ses ennemis politiques, les prédécesseurs de Trump, issus des camps Clinton et Obama, et deuxièmement, détourner l'attention du scandale Epstein avec cette énorme publication de documents liés au Russiagate. Mais ce que je veux souligner ici, c'est qu'aucun de ces scandales n'a eu d'effet durable, parce que Trump, contrairement à tous les autres hommes politiques américains de mon vivant, bénéficiait d'un noyau de partisans fidèles, presque sectaires, qui l'auraient suivi, même s'il avait changé de parti politique. Ou, comme il l'a dit lui-même, s'il avait tiré sur un homme en plein milieu de la 5e avenue à New York, il l'aurait quand même suivi. Mais soudainement, l'aura de mystère autour de Trump s'est brisée, à cause des dossiers Epstein, de la liste des clients d'Epstein et de sa relation avec Jeffrey Epstein. Le chaman QAnon, je ne sais pas si vous vous souvenez de lui, c'est l'une des figures les plus notoires de l'émeute du Capitole du 6 janvier, est allé hier sur Twitter X et a déclaré « F Trump et F Israël ». Cela fait partie du phénomène auquel Trump est confronté au sein de sa propre base. Et cela vient d'une partie de sa base qui exècre l'establishment politique, qui n'a peut-être pas le niveau d'éducation politique le plus élevé, mais qui perçoit une sorte d'élite qui collabore au-delà des partis politiques et ne joue pas selon les mêmes règles. Et ils ont décidé de les accuser de la chose la plus grave, la plus immorale, la plus diabolique qu'on puisse imaginer, la pédophilie. Ils les ont qualifiés d'élites pédophiles. Nous avons vu diverses théories du complot gagner une partie de la base de Trump, les maintenant alignées avec lui, dans la croyance que Donald Trump finirait par sévir contre l'élite pédophile. D'abord à travers QAnon, qui a été lancé par un influenceur sur Telegram nommé Ron Watkins, que je pense être un ancien du renseignement militaire, avec ses messages Q qui expliquaient comment Trump allait s'attaquer à l'élite pédophile. Ensuite, il y a eu la théorie du complot Pizzagate, qui était basée sur des publications Instagram vraiment étranges et des emails inhabituels issus des fichiers Podesta. Ce qui, dans l'esprit de nombreux partisans de Trump, impliquait des proches d'Hillary Clinton en tant que pédophiles qui abusaient d'enfants dans les tunnels et passages secrets sous un restaurant populaire du nord-ouest de Washington, D.C.,
appelée Comet Ping Pong. Toutes ces idées se sont manifestées sous forme de théories du complot anti-establishment, qui menaient à quelque chose de grand. Au sein des cercles QAnon, on disait « une tempête approche ». Il existait même des chansons QAnon utilisant « Who'll Stop the Rain » de Creedence Clearwater Revival, comme une sorte de référence cryptique à la question de savoir qui arrêterait l'élite pédophile. L'idée était qu'ils seraient tous finalement emportés par cette immense tempête, et que la tempête surviendrait lorsque Trump reviendrait au pouvoir. Lorsque Trump est revenu au pouvoir, après avoir miraculeusement survécu à une tentative d'assassinat, une tentative très étrange au cours de laquelle il aurait apparemment survécu à 1 millimètre près, il a semblé, aux yeux de ses partisans, avoir été béni par Dieu pour accomplir une sorte de mission sacrée. Il voyait en fait cette figure de milliardaire qui avait toujours été pleinement investi dans les cercles sociaux de l'élite new-yorkaise tout au long de sa vie politique, et qui s'était vanté d'avoir eu des relations sexuelles avec de jeunes femmes lors d'interviews avec Howard Stern, comme quelqu'un qui avait parlé d'avoir participé à l'organisation de ces fameuses soirées entièrement en blanc que P. Diddy organisait dans les Hamptons, tout en blanc, c'est-à-dire que tout le monde porte du blanc. Et puis, vous savez, on les appelle aussi des freak-off. Mais Trump s'en vantait déjà dès 2000, donc il évoluait dans ce milieu. Et c'est quelque chose que je savais, que les gens qui connaissaient vraiment Trump le savaient. Mais sa base voyait en réalité une figure différente, qui leur avait été vendue. On la leur avait vendue à travers ces théories du complot plus souterraines, mais aussi par le biais d'influenceurs pro-Trump, plus institutionnels, comme Dan Bongino, qui est maintenant le directeur adjoint du FBI. Et Bongino promettait sans cesse à la base de Trump, son public sur Rumble, qu'il y aurait une énorme révélation de dossier Epstein, que les dossiers Epstein avaient été obtenus. Puis Pam Bondi arrive, quelqu'un qui est tout autant une créature du marais que n'importe qui, ayant fait du lobbying pour toutes sortes de sociétés véreuses et de gouvernements étrangers. Et elle déclare dans une interview avec Sean Hannity sur Fox News qu'elle a les dossiers Epstein sur son bureau, qu'il y a des témoignages de témoins et de victimes. Il me semble même qu'elle a parlé de centaines de témoignages de victimes. Cela a donc créé, pendant des années, une énorme attente parmi la base de Trump. Et puis, tout à coup, Trump leur claque la porte au nez. Pam Bondi déclare qu'elle ne veut même plus parler d'Epstein lors des conférences de presse. Et Trump, comme tu l'as dit, donne l'impression d'avoir quelque chose à cacher. Et cela se produit à un moment où Donald Trump trahissait sa base sur de nombreuses autres promesses, et à un moment où la droite politique aux États-Unis, le mouvement America First, commence à s'éveiller sur la question d'Israël. Ainsi, Jeffrey Epstein et les dossiers Epstein deviennent en quelque sorte un fourre-tout pour toutes les trahisons de Trump. Et cela alimente, à juste titre, le sentiment que Donald Trump fait en réalité partie de l'État profond, du marécage, qu'il entretenait en fait des relations très étroites avec cette soi-disant élite pédophile, que j'appellerais plutôt une élite décadente en absenteur. Et maintenant, Donald Trump se fait démolir de toutes parts par les démocrates à ce sujet, ainsi que par bon nombre de ses propres influenceurs. Je veux dire, j'ai mentionné le Qanon Shaman. Maintenant, CNN diffuse Nick Fuentes qui auparavant soutenait, enfin, il était perçu comme un partisan de Trump, mais il se présente un peu comme l'influenceur le plus pur du mouvement America First. Et CNN passe ces extraits de Nick Fuentes, qui s'en prend à Trump, le démolit complètement. Donc, pour la première fois, on voit vraiment le mythe Trump se briser, et il ne pourra jamais retrouver cette aura. Donc, peu importe ce que vous pensez du fond du scandale Epstein, c'est le scandale le plus important de l'ère Trump, parce que c'est le premier à vraiment l'égratigner.
C'est vrai, rien qu'à voir sa personnalité, la façon dont il parle maintenant, on a vraiment l'impression qu'il est sous un stress ou une pression immense. Mais l'un de ses talents, comme vous l'avez suggéré, a toujours été de gérer les médias. S'il y avait quelque chose dans l'actualité aujourd'hui, il pouvait mettre autre chose à la une le lendemain. Mais cette fois, cela ne semble pas fonctionner. Je veux dire, il a essayé de balayer les dossiers Epstein d'un revers de main. Il a utilisé le mot « ennuyeux ». Et vous savez, il est mort depuis longtemps. Pourquoi en parlez-vous encore? Il s'en prend même à sa propre base en disant « Oh, je n'ai pas besoin de vous », en les dénigrant. C'est assez remarquable. Je pense qu'il a peut-être fini par croire à l'idée qu'il était, oui, intouchable. Mais ce que j'ai trouvé étrange, c'est la façon dont il continue de lier cela à l'affaire du Russiagate, qui, il faut le rappeler, était une véritable supercherie. Elle a été orchestrée par les démocrates. Mais maintenant, il affirme que les dossiers Epstein sont aussi une supercherie démocrate. Pourquoi associe-t-il ces deux sujets? Essaie-t-il simplement d'en tirer profit ou de détourner l'attention ou quoi? Comment interprétez-vous cela? Il insulte l'intelligence de sa base et de ses partisans. Il pense qu'ils sont tellement stupides qu'ils vont vraiment croire qu'Hillary Clinton et Obama ont rédigé les dossiers Epstein pour embarrasser Trump et qu'ils ne chercheront pas plus loin. Ce genre de diversion a déjà fonctionné par le passé, en partie parce que les partisans de Clinton et d'Obama ont tellement utilisé la désinformation et la mésinformation contre Donald Trump. Mais je pense que nous sommes dans une autre époque. Les jeunes qui ont soutenu Donald Trump ou voté pour lui voient clairement à travers cela. Et il y a bien plus que ça. Comme je l'ai dit, c'est un fourre-tout pour diverses autres trahisons. Et la plus grande trahison parmi de nombreux jeunes de droite, c'est tout simplement le concept en lui-même. Ils ont le sentiment que le principe même de « America First » a été trahi par Donald Trump, car ils le voient non seulement réarmer Zelensky et revenir sur sa promesse de mettre fin à la guerre par procuration en Ukraine, mais aussi être contrôlé par Netanyahou, être sous l'influence de cet État étranger qui agit à travers les mêmes cercles que ceux dans lesquels Jeffrey Epstein évoluait, et qui influence Trump via ses réseaux de milliardaires sionistes. Jeffrey Epstein était le gestionnaire de fortune de les Wexner, l'un des milliardaires sionistes les plus puissants des États-Unis. Il possède pratiquement la moitié du centre-ville de Columbus, dans l'Ohio. Il est le président du conseil d'administration de l'Université d'État de l'Ohio. Même après avoir dû démissionner de son poste de PDG de Victoria's Secret, qui était sa principale entreprise, en raison de sa relation très étroite avec Jeffrey Epstein, l'Université d'État de l'Ohio n'a pas pu se débarrasser de Wexner parce qu'il avait donné tellement d'argent à l'école qu'il était pratiquement indispensable. Et Epstein, ce qu'il faisait, c'était de transférer de l'argent à l'étranger pour Wexner dans les îles Vierges, afin qu'il ne paie pas d'impôts. Puis Epstein recevait tous ses cadeaux de la part de Wexner, comme une maison de luxe au cœur de New York, pour rien. Son voisin, le voisin de Jeffrey Epstein dans cette maison de ville, qui a acheté sa maison par l'intermédiaire d'une société écran contrôlée par Wexner et Epstein, était Howard Lutnick, qui était à l'époque le PDG de Cantor Fitzgerald. Et Howard Lutnick est maintenant le secrétaire au commerce de Trump. Donc, cela donne une image assez négative lorsque Donald Trump va insulter sa base sur le tarmac, alors qu'il s'apprête à monter à bord d'Air Force One, et que Howard Lutnick se tient juste à côté de lui. Howard Lutnick est également très influent dans la secte Chabad Lubavitch, qui entretient des liens très étroits avec le mouvement des colons israéliens et soutient de nombreuses figures messianiques et fascisantes de la coalition de Netanyahou. Tout cela alimente donc ce sentiment
que Trump cache quelque chose concernant ses liens avec les services de renseignement israéliens. Tucker Carlson est intervenu à TPUSA, qui est le grand rassemblement de la jeunesse conservatrice organisé par un certain Charlie Kirk, dont la carrière, il a en quelque sorte été un influenceur conservateur depuis son adolescence, a toujours été orientée vers le leadership du mouvement conservateur. Sa carrière a été entièrement financée par de l'argent pro-israélien, par de l'argent sioniste, et Charlie Kirk se retrouve soudainement à présider une conférence où Tucker Carlson, l'orateur principal, le plus influent, prend la parole et affirme que Jeffrey Epstein était un agent du renseignement israélien et que c'est pour cela que Trump cherche à étouffer l'affaire. Et il s'est produit quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Les Israéliens eux-mêmes ont été effrayés par Epstein. Un scandale intérieur américain a en fait effrayé les Israéliens. Et Naftali Bennett, l'ancien premier ministre israélien, a été convoqué pour déclarer que lui, en tant que premier ministre, traitait chaque jour avec le Mossad et que Jeffrey Epstein ne travaillait pas pour le Mossad, n'était pas un agent du Mossad. Puis il a menacé Tucker Carlson en disant « Nous ne tolérerons pas cela ». Une autre personnalité liée au service de renseignement israélien, Amichai Chikli, qui est le ministre des Affaires de la diaspora, a également dénoncé Tucker Carlson et adressé un avertissement voilé à Charlie Kirk, car Israël a tellement d'influence sur Charlie Kirk, ayant financé sa carrière. C'est comme si toute cette relation entre Israël et le mouvement conservateur était en train de se fissurer à cause de Jeffrey Epstein. C'est incroyable à voir. Et cela suggère qu'il y a effectivement quelque chose là. Il y a clairement quelque chose. Maintenant, je ne peux pas affirmer que Jeffrey Epstein était un agent du Mossad, mais il évoluait dans des cercles sionistes. Et s'il était encore en vie aujourd'hui, qu'il n'avait pas été incarcéré et qu'il était un homme libre, il serait impliqué avec tous ces milliardaires sionistes qui menacent de couper les financements des universités de l'Ivy League, qui autorisent les manifestations de solidarité avec la Palestine. Il ferait partie de ce monde-là. C'est donc, je pense, l'une des raisons pour lesquelles Epstein représente une menace pour le mouvement ou pour les élites gravitant autour de Donald Trump, et pourquoi il cherche à enterrer les dossiers. En plus du fait que Donald Trump a eu une relation personnelle très étroite avec Jeffrey Epstein. Et il se pourrait qu'il existe des photos de Donald Trump dans une position compromettante, comme l'a affirmé le journaliste Michael Wolff, qui connaissait Jeffrey Epstein, qui a passé du temps avec lui, qui l'a interviewé pendant de nombreuses heures. Michael Wolff a déclaré, et je précise qu'il s'est déjà montré peu fiable par le passé, mais il a affirmé que le FBI avait saisi des photos, dont une montrant Donald Trump avec des filles seins nus au bord de la piscine d'Epstein, assise sur ses genoux, photos saisies dans le coffre-fort de Jeffrey Epstein. Et c'est cela, les dossiers Epstein. Il y a aussi 16 heures d'enregistrement vidéo réalisées par Steve Bannon, l'ancien stratège en chef de Trump. Et il a essentiellement refusé de publier ces 16 heures d'enregistrement où il apparaît en train d'avoir des conversations amicales et des interviews avec Jeffrey Epstein. Et Bannon a été très proche d'Epstein pendant de nombreuses années. Et je pense qu'ils étaient tous les deux unis dans leur haine envers Donald Trump. C'est ce que, je crois, Michael Wolff a déclaré. Donc je pense qu'il y a deux choses qui se passent ici. Il y a le danger géopolitique que représente Jeffrey Epstein pour la relation spéciale avec Israël. Et il y a la relation personnelle dont Donald Trump a bénéficié, dans laquelle Trump semble avoir été compromis. Je pensais qu'il était presque établi qu'il était un agent du Mossad et que l'opération principale consistait à placer des politiciens et des hommes d'affaires dans des situations compromettantes
afin d'obtenir des faveurs ou d'exercer une influence. Mais, s'il n'est pas du Mossad, ou du moins un agent d'Israël, comment explique-t-on alors son parcours? Ou bien sait-on autre chose sur ses relations? Je veux dire, ce que nous savons, c'est qu'il entretenait des relations très étroites avec des personnes qui jouaient en quelque sorte le rôle d'agent de renseignement israélien ou d'intermédiaire d'Israël aux États-Unis. Je veux dire, la manière dont Israël opère aux États-Unis est différente de celle, je ne sais pas, des services de renseignement russes ou de tout autre service de renseignement étranger. Il passe par l'establishment juif américain et l'élite du pouvoir juif américain de façon très ouverte. Et la façon dont le Mossad opère, je le sais par un ami commun qui travaillait à Wall Street, qui connaissait un grand banquier d'investissement américano-israélien, quelqu'un qui dirigeait sa propre société et qui était un intermédiaire du Mossad. Et il se vantait que le Mossad lui demandait, parce qu'il avait tellement d'actifs liquides, il lui disait « Nous allons mener une opération clandestine dans un pays tiers, et nous avons besoin que tu déposes telle somme sur ce compte écran maintenant. Nous te rembourserons plus tard, et nous ne pouvons pas te dire à quoi cela servira, mais tu es un patriote israélien, alors fais-le. » Et il le ferait, tout simplement. Je ne veux pas dire qui ils sont parce que je ne veux pas être poursuivi ou quoi que ce soit. Mais ce que je veux dire, c'est que la relation entre les services de renseignement israéliens ou l'État israélien et les États-Unis est très fluide et non réglementée. Cet autre personnage dont je vous ai parlé, qui a menacé Tucker Carlson, Amichai Chikli, est le ministre des Affaires de la diaspora. Et il existe une excellente série d'enquêtes réalisées par les journalistes Jack Poulson et Lee Fang sur la manière dont il a contourné la loi américaine sur l'enregistrement des agents étrangers, qui exige que les gouvernements étrangers enregistrent leurs lobbyistes et que ces lobbyistes rendent compte de leurs activités et de leurs réunions au département de la justice. Et ce que fait Chikli, c'est qu'au lieu de, vous savez, alors que le gouvernement israélien paye des influenceurs aux États-Unis, ils ont mis en place une série d'ONG, d'associations à but non lucratif aux États-Unis, et ils travaillent à travers celles-ci en disant « Eh bien, c'est purement américain », alors que l'argent est étranger et totalement non réglementé. Donc, comment pouvons-nous évaluer si Jeffrey Epstein était réellement un agent du Mossad qui rencontrait le chef du Mossad autour d'une table en verre pour recevoir des instructions, alors que les relations sont si fluides? Ce qui est clair, c'est que Jeffrey Epstein organisait des réunions avec des personnes très influentes, des responsables étrangers et des salons dans sa maison de ville. L'un d'eux était Ehud Barak, qui a rendu visite à Epstein environ 36 fois et a travaillé avec lui, je pense, pour créer une entreprise ou une start-up de surveillance. Ehud Olmert, ancien premier ministre israélien, a également eu plusieurs réunions avec Epstein. Shimon Peres a aussi eu des rencontres avec Epstein. Epstein aurait même organisé une réunion pour des cadres de JP Morgan avec Benjamin Netanyahu. Jeffrey Epstein a aidé Peter Thiel de Palantir, qui a d'importants investissements avec les services de renseignement israéliens, à gagner d'énormes sommes d'argent grâce à un investissement. Il a aidé à orienter ses placements. Il avait donc des liens avec toutes ces personnes liées aux services de renseignement. Il a demandé plusieurs passeports pour voyager au Moyen-Orient et en Afrique. Cela a été rapporté par CBS News. Jeffrey Epstein s'est rendu en Israël en 2008, alors qu'il faisait face à sa première poursuite pour trafic sexuel en Floride. Il y a aussi l'article du Daily Beast qui affirmait qu'Alex Acosta, le procureur de Floride, avait reçu l'ordre de laisser Epstein tranquille parce qu'il appartenait au renseignement, je cite. Je ne sais pas si ce rapport est fiable ou non. D'ailleurs, Alex Acosta faisait partie de l'administration Trump.
Mais ce que l'on peut dire, c'est qu'Epstein gravitait autour des milieux du renseignement, et il se pourrait qu'il ait aussi été proche d'autres agences de renseignement. Un passeport saoudien aurait été retrouvé dans sa maison après sa mort ou son assassinat. La dernière personne à avoir rencontré Jeffrey Epstein, je crois, était William Barr, qui était le procureur général de Trump. William Barr, who is Trump's attorney general. William Barr a commencé sa carrière au sein du gouvernement américain en tant qu'agent de la CIA et il a contribué à rédiger les pardons pour les personnes impliquées dans l'affaire Iran-Contra sous Reagan et Bush. Le père de William Barr, Donald Barr, était le directeur de la Dalton School qui a embauché Jeffrey Epstein pour la première fois. Jeffrey Epstein avait confié à plusieurs journalistes, dont Michael Wolff, qu'il avait peur de Trump pendant le premier mandat de ce dernier. Ce qui se comprend, car il avait compromis Trump. Et finalement, Epstein s'est retrouvé dans une position compromettante, dans une cellule de prison. Steve Bannon, qui le connaissait très bien, a déclaré qu'il pensait que Jeffrey Epstein avait été assassiné. Tout cela s'est produit sous Trump, avec toutes ces personnalités qui entretiennent d'étranges liens avec Epstein. Il n'est donc pas étonnant que ce scandale ne cesse de prendre de l'ampleur, et Trump ne peut pas le balayer d'un revers de main en le qualifiant de non-événement datant d'il y a longtemps. Eh bien, lorsque j'ai vu Trump se comporter de cette manière pour la première fois, j'ai pensé qu'il devait soit figurer sur cette liste, soit vouloir l'utiliser d'une manière ou d'une autre, comme moyen de pression. Mais il semble, d'après tout cela, que son nom apparaisse effectivement sur certains de ces registres de vol. Donc cela paraît suspect. Ma dernière question concerne simplement ce que cela signifie pour la future relation avec Israël. Car pendant longtemps, aux États-Unis, il semble que le patriotisme ait été très étroitement lié au soutien à Israël, dans la mesure où, oui, c'est surtout chez les conservateurs, où il est impossible de dire quoi que ce soit de critique à l'égard d'Israël. Donc, il me semble que c'est quelque chose de complètement nouveau. On voit des personnes, pas vous savez, enfin, du moins jusqu'à présent dans les médias, surtout les médias alternatifs, comme Candace Owens, Tucker Carlson, tous très vocaux sur la question de savoir pourquoi nous subordonnons nos intérêts à ceux d'Israël. Encore une fois, c'est toute l'idée de America First. Si les États-Unis devaient se retirer des guerres au Moyen-Orient, ils devraient placer l'Amérique avant Israël. Mais voyez-vous cela, car pour l'instant je ne le constate que dans la sphère médiatique. Pensez-vous que cela puisse avoir une influence sur la politique réelle? Eh bien, voyons voir. Il y a un sondage interactif Polymarket qui vient de sortir le 21 juillet et qui montre que l'approbation de Trump parmi les Américains âgés de 18 à 29 ans est passée de 55% début février, ce qui est très élevé pour un président américain, surtout un républicain. Les démocrates ont généralement dominé chez les jeunes par le passé. Donc, de 55% début février à 28% en juillet, une chute de 27 points pour Donald Trump en seulement quelques mois. Et je pense que cela a beaucoup à voir avec Gaza, avec la Palestine, avec le fait de voir jour après jour des images de bébés déchiquetés et d'associer Trump à cela. Je veux dire, cela a vraiment détruit Joe Biden et Kamala Harris aussi, leur association avec le génocide à Gaza. Les jeunes font attention comme jamais auparavant. Hier, je suis arrivé à New York. Oui, en fait, il y a seulement quelques heures, je suis arrivé à New York. Je suis sorti d'un train et j'ai vu une immense marche pour la Palestine remonter la 7e avenue et je l'ai rejointe. Elle s'étendait sur plusieurs pâtés de maisons et on voyait dans la marche beaucoup de personnes qui ressemblaient presque à des cadres supérieurs. Des gens qui venaient juste de sortir du travail. Des personnes progressistes blanches, d'apparence ordinaire, qui ressemblaient vraiment au genre de cadres urbains qui travaillent à New York.
urban cadre that works in New York City. And as the march proceeded up 7th Ave, Alors que la marche remontait la 7e avenue, des gens sortaient sur les trottoirs pour l'acclamer, et les voitures qui passaient klaxonnaient en signe de soutien. Les vendeurs encourageaient aussi. Il se passe quelque chose, et c'est plus grand. Il s'agit de la Palestine, mais c'est plus vaste que la Palestine. Une réaction est en train de se produire. Une réaction a lieu à New York sous la forme de la campagne municipale de Zohran Mamdani. C'est un député de 34 ans et influenceur qui semble prêt à devenir le prochain maire. C'est quelqu'un qui soutient le boycott d'Israël et qui a déclaré qu'il arrêterait Netanyahou s'il arrivait à New York, ce qui provoque cette immense crise. À droite, on constate un total manque d'enthousiasme parmi les influenceurs America First envers Israël. Et Epstein, pour eux, est le symbole de tout ce qui ne va pas avec Israël. Ce genre de corruption, une élite corrompue qui contrôle le gouvernement des États-Unis par le chantage. Il est peut-être un peu trop sophistiqué pour eux de faire de l'AIPAC ce symbole. Donc Epstein est un symbole commode, et cela va perdurer pendant une génération. Israël est en train de perdre tout le monde. Cette semaine, ils perdent les catholiques, en voyant leurs propres influenceurs sionistes attaquer le pape pour avoir condamné une attaque israélienne contre une église catholique ou orthodoxe à Gaza. Attaquant le pape, le nouveau pape, Léo, en le qualifiant en quelque sorte de nazi pour sa condamnation. L'un des plus grands influenceurs catholiques auprès des jeunes, Michael Knowles, s'est exprimé pour la première fois contre Israël. Et Benjamin Netanyahou a tenté de se concilier les faveurs de podcasteurs populaires lors de sa dernière visite aux États-Unis, sa 4e visite cette année. Il s'occupe sans cesse de cette relation qui s'effondre, qui s'effiloche sur les bords. Ainsi, la Maison-Blanche de Trump a organisé une interview pour Benjamin Netanyahou avec les Nelk Boys, des podcasteurs influenceurs populaires du style frat bro, aussi creux qu'ils en ont l'air. Ils font la promotion de produits comme des seltzers alcoolisés et des sachets de nicotine. Il n'y a pratiquement aucune substance. Tout leur podcast repose sur le fait de les regarder se saouler, faire des blagues, etc. Et les questions posées à Netanyahou leur avaient été soufflées par l'équipe de Netanyahou. Ils lui ont demandé « Vous préférez McDonald's ou Burger King ?» Do you like McDonald's or Burger King? Which do you like better? And do you like the Whopper? And they're asking him these questions. Lequel préférez-vous? Et est-ce que vous aimez le Whopper? Et on lui pose ces questions pendant qu'Israël affame délibérément les enfants, le peuple de Gaza. Les images qui nous parviennent de Gaza montrent des enfants squelettiques et des personnes émaciées s'effondrant dans les rues. Cela devient un énorme scandale pour les Nelk Boys. Ils finissent par devoir inviter certains des plus grands influenceurs anti-israéliens, voire antisémites, comme Nick Fuentes, pour apaiser leurs abonnés. Et lors d'un live stream de suivi, ils déclarent que quelqu'un leur a dit qu'ils venaient d'interviewer le Hitler des temps modernes. Et cela semble effectivement être le cas. Donc tout s'effondre à la base. Et tout ce qu'Israël a, ce sont ces réseaux de corruption établis, comme l'AIPAC, pour garder la main sur l'élite. Mais combien de temps ça peut-il durer? And how long can that last? Eh bien, il est tout de même intéressant qu'après tout cela, non seulement avoir fait de l'Ukraine son cheval de bataille, avoir appelé au nettoyage ethnique de Gaza, chaque homme, femme et enfant, l'attaque contre l'Iran, ce soit les dossiers Epstein qui pourraient couler la présidence de Trump. Encore une fois, je pense que tu as raison. Je pense que c'est probablement le génocide qui a retourné la plupart des gens contre Israël. Et cela, j'imagine, ne fait qu'en rajouter. Et c'est important pour ceux qui voient cela comme le dernier clou dans le cercueil de leurs rêves, de voir Trump comme ce candidat America First, assainir le marécage. Oui. Yeah, just to kind of
Oui, pour résumer ce que j'essaie de dire, parce que la politique américaine peut être difficile à comprendre de l'extérieur. Aux États-Unis, notre religion officieuse, c'est l'anticommunisme. Toute critique du système économique capitaliste est officiellement découragée, et on vous présente comme anti-américain. Ainsi, les jeunes Américains ont grandi sans avoir les moyens ni le langage pour critiquer un système qui les a trahis. Et l'activisme anti-guerre, la solidarité avec la Palestine, sont présentés comme une forme de bigoterie, comme de la haine des Juifs, comme une déloyauté envers notre armée. C'est ainsi depuis la guerre contre le terrorisme. Il est donc très difficile pour beaucoup de gens de trouver, surtout s'ils n'ont pas fait d'études supérieures ou n'ont pas fréquenté le monde académique, un langage pour critiquer ce système qui les a trahis, qui leur ment. Et donc, Epstein les a en quelque sorte aidés à trouver leur langage, mais cela sert de fourre-tout pour toutes ces autres trahisons et pour la haine générale envers la surclasse. L'élite des 0,1%. C'était la cible de tant d'autres mouvements de protestation anti-establishment depuis Occupy Wall Street. Oui, c'est une excellente façon de le présenter. Alors, Max, merci beaucoup pour ton temps. C'est vraiment incroyable. Merci beaucoup.